Je dois parler au président Poutine. Mais il ne peut pas être ravi. Il ne se débrouille pas très bien. Certes, il se démène. Mais la plupart des gens pensaient que la guerre serait terminée au bout d'une semaine. Et maintenant, c'est parti pour 3 ans. Il ne peut donc pas être ravi. Cela ne lui donne pas une très bonne image. Zelensky veut conclure un accord. Je ne sais pas si c'est ce que veut Poutine. Peut-être pas. Mais il le devrait. Je pense qu'il détruit la Russie en ne concluant pas d'accord. Je pense que la Russie va avoir de gros problèmes. Il suffit de jeter un coup d'œil à son économie et à l'inflation. J'espère donc que je m'entendrai très bien avec lui. Et j'espère qu'il voudra conclure un accord. Des sanctions américaines contre la Russie? Oui, c'est possible. Sanctions ou tarifs douaniers? Je pense que le terme tarif est plus approprié, ça maintiendra le dollar plus fort. Je n'aurai d'autre choix que d'imposer des niveaux élevés de taxes, de droits de douane et de sanctions sur tout ce qui est vendu par la Russie. Donald Trump a récemment fait une déclaration forte en adressant un ultimatum à Vladimir Poutine. Il dit, je cite, « Si la Russie ne cesse pas immédiatement ses attaques en Ukraine, elle sera confrontée à de nouvelles sanctions économiques sévères. » Un geste audacieux qui soulève de nombreuses questions sur l'avenir du conflit et la dynamique des relations internationales. Mais pourquoi cet ultimatum est-il si important et qu'est-ce que cela pourrait signifier pour la guerre en Ukraine et au-delà? Dans un contexte géopolitique où les grandes puissances se défient, une telle déclaration ne passe pas inaperçue. Cela pourrait potentiellement changer le cours de la guerre en Ukraine, mais aussi réécrire les règles du jeu sur la scène internationale. Cependant, la question qui se pose est la suivante. Trump, avec ses méthodes politiques controversées, a-t-il vraiment les moyens de faire plier Poutine? C'est ce que nous allons examiner tout de suite. Pour comprendre l'ampleur de cet ultimatum, il est nécessaire de revenir sur l'origine du conflit. Depuis février 2022, la Russie a lancé une offensive militaire contre l'Ukraine, provoquant ainsi une crise d'une ampleur historique en Europe. L'objectif de Vladimir Poutine est clair, étendre l'influence de la Russie sur l'ex-empire soviétique et empêcher l'Ukraine de se rapprocher de l'Occident, notamment en freinant l'expansion de l'OTAN. Mais l'Ukraine ne se laisse pas faire. Soutenue par l'Union européenne et l'OTAN, elle lutte pour préserver sa souveraineté et son indépendance. Le conflit a des enjeux majeurs pour la stabilité de l'Europe, l'Ukraine étant un point stratégique entre la Russie et l'Occident. Mais ce n'est pas qu'une question européenne. Les sanctions économiques contre la Russie ont des répercussions mondiales, percutant l'économie internationale, notamment avec la hausse de l'énergie et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Face à cette situation, l'ultimatum de Trump s'inscrit dans un contexte géopolitique complexe. Mais quel rôle joue-t-il réellement en lançant un tel défi à Poutine? Trump n'a pas fait dans la subtilité. Il a exigé un cessez-le-feu immédiat accompagné de sanctions économiques plus sévères si la Russie refusait d'arrêter la guerre en Ukraine. Il propose d'aller encore plus loin en augmentant les taxes et les tarifs sur les exportations, visant à déstabiliser davantage l'économie russe. C'est une pression maximale, un message fort. Si la guerre continue, la Russie devra en payer le prix. Ce qui retient l'attention dans cette déclaration, c'est la proposition de Trump de négocier directement avec Zelensky et Poutine. Il semble convaincu qu'un dialogue direct et face à face pourrait être la clé pour sortir de cette impasse. Mais peut-on vraiment imaginer une rencontre entre ces deux dirigeants dans un tel climat de tension? Et surtout, Poutine qui a toujours rejeté toute forme d'ingérence extérieure se laissera-t-il convaincre? L'optimisme autour de cette idée reste mesuré. Voici donc la réponse de Poutine. Tout d'abord, je tiens à dire que la Russie n'a jamais refusé le contact avec l'administration des États-Unis. Et ce n'est pas de notre faute si l'administration précédente a refusé ces contacts. Avec le président actuel des États-Unis, j'ai toujours entretenu des relations professionnelles, exclusivement professionnelles, mais en même temps pragmatiques, je dirais, de confiance. Je ne peux qu'être d'accord avec lui sur le fait que si c'était lui qui avait été président, si sa victoire de 2020 n'avait pas été volée, il n'y aurait peut-être pas eu cette crise en Ukraine qui a éclaté en 2022. Bien que, comme on le sait, Trump, lorsqu'il était président lors de son premier mandat, a introduit un grand nombre de sanctions contre la Russie, un nombre important, le plus grand à l'époque. Je ne pense pas que cela ait été une décision correspondant aux intérêts de la Russie, mais aussi à ceux des États-Unis eux-mêmes. D'ailleurs, Biden a pris le relais et a imposé encore plus de restrictions, et les résultats sont connus. Il y a eu de nombreuses décisions nuisibles à l'économie des États-Unis eux-mêmes. Par exemple, l'érosion du pouvoir du dollar lui-même, car l'interdiction faite à la Russie d'utiliser le dollar, alors que nous n'avons jamais renoncé à son utilisation. L'administration précédente ne nous a pas permis d'utiliser le dollar comme unité de règlement.
À mon avis, cette décision cause un très grand tort aux États-Unis eux-mêmes. Nous ne nous attarderons pas sur ce sujet ici, mais je tiens à dire que nous voyons les déclarations du président en fonction concernant sa volonté de collaborer. Nous sommes toujours ouverts à cela. Quant à la question des négociations, nous avons toujours dit à ce sujet, et je tiens à le souligner une fois de plus, que nous sommes prêts à engager des négociations sur la question ukrainienne, mais il y a aussi des questions qui nécessitent une attention particulière. Par exemple, comme on le sait, l'actuel dirigeant du régime de Kiev, lorsqu'il était encore le chef légitime de l'État, a pris un décret interdisant les négociations. Alors comment peut-on diriger des négociations si elles sont interdites? Nous nous trouvons actuellement dans les murs de l'Université de Moscou. Comme vous le savez, ma formation de base est en droit, j'ai terminé la faculté de droit de l'Université de Saint-Pétersbourg, anciennement l'Université de Leningrad. Je peux vous dire que, dans le cadre du système juridique actuel, si des négociations commencent, elles devront se conformer strictement à cette base normative. En parlant, illégitime, ce qui signifie que les résultats de ces négociations pourront également être déclarés illégitimes. Le régime actuel à Kiev reçoit avec plaisir des centaines de milliards de ses sponsors. Excusez-moi pour cette expression populaire, mais comme on dit chez nous, ils engloutissent ces centaines de milliards avec appétit. Mais lorsqu'il s'agit d'exécuter les instructions de leurs sponsors, et nous savons que de telles instructions existent, notamment pour annuler le décret interdisant les négociations, ils ne sont pas pressés de le faire. Je pense qu'à terme, ceux qui financent devront quand même les forcer à prendre cette décision. Et je pense qu'ils finiront par le faire. Cependant, tant que ce décret n'est pas annulé, parler du lancement, et surtout, de la conclusion appropriée de ces négociations reste assez difficile. Bien sûr, certaines discussions préliminaires peuvent être esquissées, mais parler de négociations sérieuses alors qu'il y a un interdit du côté ukrainien est compliqué. Mener ces négociations dans de telles conditions est évidemment très difficile. Dans l'ensemble, nous avons, avec l'administration actuelle, plusieurs points de convergence sur des questions clés d'aujourd'hui. Il s'agit notamment de la stabilité stratégique et des questions économiques, d'ailleurs. Pourquoi? Nous sommes parmi les plus grands producteurs mondiaux, notamment de pétrole. Actuellement, les États-Unis occupent la première place, suivis de l'Arabie saoudite et de la Russie. Mais ce qui est caractéristique des économies russes et américaines, c'est que nous ne sommes pas seulement parmi les plus grands producteurs d'énergie, mais aussi parmi les plus grands consommateurs. Cela signifie que pour nos économies respectives, des prix trop élevés sont nuisibles, car l'industrie intérieure doit utiliser ses ressources énergétiques pour produire d'autres biens. Mais des prix trop bas sont également néfastes, car ils sapent les capacités d'investissement des entreprises énergétiques. C'est donc un sujet sur lequel nous avons matière à discuter. Il y a aussi d'autres questions dans le domaine de l'énergie qui peuvent présenter un intérêt mutuel. L'ultimatum de Trump à Poutine est un geste fort qui ébranle les fondements de la diplomatie mondiale. La question qui se pose est la suivante. Cet ultimatum pourrait-il forcer la Russie à cesser les hostilités en Ukraine? Ou s'agit-il simplement d'une manœuvre médiatique sans effet? Une chose est sûre, cette situation va continuer d'alimenter les débats sur la scène internationale. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et si vous trouvez cette analyse intéressante, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.